Extrait du livre Georges Pompidou, Lettres, Notes et Portraits 1928-1974, édité chez Robert Laffont en 2012. Pages 281 à 284, 1958, du général de Gaulle. Ouvrons ici une parenthèse. Comment traiter le sujet qui nous occupe sans dire quelques mots, en dépit de la discrétion nécessaire, de celui auquel depuis plus de 18 ans est lié si étroitement le destin de la France. Peu d'hommes ont tour à tour été plus adorés et plus attaqués. Ces adversaires que j'appellerai normaux sont de deux sortes. L'extrême gauche d'abord, parce qu'il est général, parce qu'il s'appelle De Gaulle, parce qu'il est de toute évidence issu de notre tradition monarchique, militaire et catholique, parce qu'il s'identifie avec la notion même de patrie, et que, pour certains au moins des dirigeants de l'extrême gauche, le patriotisme français n'a de sens que lorsqu'il se confond avec l'intérêt soviétique, lui-même confondu avec l'intérêt du prolétariat de tous les pays. Il leur est arrivé pourtant d'être gaullistes, soit entre 1941 et 1944, lorsque leur doctrine était provisoirement en accord avec l'intérêt national, soit quand De Gaulle leur paraissait le moindre mal devant les risques d'un protectorat anglo-saxon. Ce fut le cas entre 1944 et 1946, et depuis, occasionnellement. Notons toutefois, et cette remarque vaudra pour d'autres parties de l'opinion, que la masse ouvrière est, d'instinct, beaucoup plus près de Gaulle que ses chefs, et que jamais on n'a pu obtenir d'elle qu'elle s'en détournât complètement. La deuxième catégorie des adversaires que j'appelle normaux est celle des conservateurs. Cette espèce est plus variée. Elle comprend d'abord les éléments pour qui rien ne va plus en France depuis 1789, à moins que ce ne soit depuis la mort de Louis XIV, et qui pleurent éternellement moins la disparition de la monarchie que celle d'un ordre et d'une société que les brumes de l'histoire parent d'un charme idyllique. Elle comprend surtout ceux qui haïssent le mouvement, qui, installés dans un ordre social donné, ne craignent qu'une chose, c'est qu'il soit troublé. Cette catégorie englobe à peu près tous les cadres de la nation, notamment les cadres élus. Parlementaires et notamment chefs de parti, représentants officiels des syndicats patronaux, ouvriers ou paysans, des anciens combattants et des professions libérales, des étudiants comme de la fonction publique, des gens de lettres comme des petites et moyennes entreprises, tous ces cadres, élus ou cooptés, sont unis dans la même complicité par la peur du changement. C'est pourquoi le gaullisme leur est étranger et ils ne s'y rallient qu'un court moment, dans les périodes où l'ordre social leur paraît au bord de la subversion. En 1944, dans l'explosion de la Libération, en 1947 encore, au moins pour ceux qui crurent au péril communiste, en juin 1958 par crainte des paras. Mais leur instinct les porte ailleurs, qui devinent que De Gaulle n'est pas des leurs. Bien peu parmi ses opposants habituels se représentent encore à ce jour De Gaulle comme un traître émigré en 1940 et rentré dans les fourgons de l'étranger pour livrer la France aux communistes, aux juifs et aux Anglais réunis. Encore moins nombreux sans doute, et c'est bien là ce qui torture nos bons amis d'extrême gauche, sont ceux qui voient en lui l'homme de la réaction, que nous sommes quelques-uns, comme chacun sait, à utiliser au profit des intérêts de la haute banque et des trusts internationaux. Certains peut-être, comme fit semblant de le croire Édouard Herriot, pensent encore que c'est un brave général, une glorieuse épée, mais que l'art de mener le peuple français appartient à des têtes mieux faites et à des cerveaux plus subtils. C'est là sans doute la plus habile des oppositions à De Gaulle. Elle a touché parfois le peuple qui a admis que De Gaulle était trop honnête et qu'en politique, il ne pouvait qu'être roulé, que dès lors il fallait se résigner à de plus coquins, jugés plus malins. À cette hostilité latente ou déclarée de la plupart des cadres de la nation s'oppose la confiance instinctive, l'adhésion profonde des Français en tant qu'individus. Chacun est gaulliste,
dès lors qu'il s'arrache à ses égoïsmes et secoue la tutelle des organismes qui font profession précisément de représenter ces égoïsmes. Que veut dire être gaulliste ici ? C'est tout simplement sentir que Charles de Gaulle est pour la France actuelle le guide naturel et incontesté, la personnalité la plus forte, la plus haute, la plus indépendante, la plus désintéressée, la plus lucide qui puisse être à la tête de l'État. Personnalité complexe à vrai dire, et dont les deux traits essentiels me paraissent être, d'une part, sa foi dans sa mission, d'autre part, la profondeur et le réalisme de son génie. Ces deux traits sont en partie contradictoires. Le premier frappe dès l'abord. Il explique les actes les plus importants, le départ de 40 et l'appel du 18 juin, le maintien obstiné de l'indépendance à l'égard des Alliés, la retraite de 1946 et le refus de composer avec les partis en 1947 et 1952. Cette foi n'est pas acquise, elle n'est le fruit ni des circonstances ni de l'orgueil, elle est en quelque sorte consubstantielle. Lorsque le général de Gaulle eut terminé d'écrire le premier tome de ses mémoires, il me fit, en même temps qu'à André Malraux, l'honneur de me confier le manuscrit, puis nous convoqua pour nous demander notre avis et si cela valait la peine d'être publié, entre guillemets. On mesure ce qu'une telle question traduit de modestie sur tout ce qui n'est pas son rôle fondamental. Je me souviens que je hasardai une observation. Il me semblait que le passage du général, ou si l'on veut du colonel de Gaulle, à l'homme du 18 juin, cette sorte de mutation qui, d'un général de brigade à titre temporaire, sous-secrétaire d'État dans le gouvernement Paul Reynaud, allait faire plus qu'un héros national, l'incarnation même de la France. Il me semblait donc que cette mutation n'apparaissait pas clairement. À quel moment Charles de Gaulle avait-il été touché par la grâce ? À quel moment avait-il réellement pris conscience de sa mission ? Voilà ce que je demandais un peu naïvement sans doute, car il me fut répondu, avec l'hésitation de la pudeur, « Je vous étonnerai beaucoup sans doute si je vous répondais depuis toujours. » Voilà qui explique la soudaineté des actes essentiels, le départ de juin 40, la rentrée du 15 mai 1958. À ces heures décisives, le général de Gaulle prend tous les risques sans hésiter, comme mu par une force intérieure qui le dépasserait. L'étonnant est que le réalisme ne soit pas absent de gestes aussi peu prémédités. C'est ici qu'intervient le génie propre à Charles de Gaulle, qui lui donne sur les événements une vue plus profonde, plus synthétique, plus lointaine qu'à aucun des hommes qu'il m'a été donné d'approcher. Dès 1939, et sans doute plus tôt, il prévoyait l'attaque allemande, la défaite d'un état-major français anéanti dès le premier jour des combats par l'effondrement de sa conception même de la guerre. Il prévoyait aussi que ni la Russie, ni en tout cas l'Amérique, ne pourraient accepter la victoire nazie et qu'ainsi l'effort gigantesque obtenu par Hitler de la nation allemande n'empêcherait pas l'anéantissement final. Tout cela, il a non seulement prévu, mais prédit. Dans cette perspective, le départ de juin 40 s'insère comme la simple, nécessaire et naturelle intervention de l'acteur encore inconnu, mais qui savait le rôle qui serait à jouer dans une pièce dont il connaissait d'avance les péripéties essentielles. On pourrait faire la même exégèse à propos de son intervention du 15 mai 1958. Chaque fois que le génie politique de Gaulle et la conscience de sa mission ont ainsi pu coïncider, il a saisi l'occasion et a triomphé. D'où l'extraordinaire originalité de son rôle historique. Il n'est pas roi puisqu'il n'a pas hérité. Il n'est pas dictateur puisqu'il est précisément à l'opposé de l'arbitraire. Il n'est certes pas politicien, n'étant l'homme d'aucun parti, d'aucun jeu parlementaire, d'aucune combinaison électorale. Un de ces enfants qui jaillissent des événements et qui sont les enfants spontanés du péril se trouva. Citation de Chateaubriand dans Mémoires d'outre-tombe. Ayant eu la chance de me trouver sur sa route et l'honneur de devenir son collaborateur familier, j'ajouterai simplement ceci. En aucune circonstance, ni dans les jours de gloire, ni dans la grisaille désolée des années de retraite, je n'ai vu le général de Gaulle, à propos de qui ou de quoi que ce soit, porter un jugement ou prendre une décision pour des raisons médiocres. Bien que sans aucune illusion sur les motifs qui mènent les hommes, il a toujours cherché à atteindre ses amis comme ses ennemis
par ce qu'ils avaient en eux de meilleur. C'est la plus haute des leçons qu'il m'ait été donné de recevoir de lui, à qui j'en dois